ubérisation, à qui le tour? C'est la question qui nous a été posée à Clément Berthollet et à moi en dernière année de formation du corps des mines. Alors on a mené notre enquête, on a interviewé des gens de différents secteurs et puis une chose nous a marqué. On s'accorde tous pour dire que tout va finir par se faire ubériser, mais dès qu'il s'agit de notre propre secteur, on trouve toujours une raison pour qu'il y échappe. Alors l'idée est venue petit à petit. Au début, on n'osait pas trop en parler, on rigolait en imaginant l'accueil salé que nous réserverait le jury de hauts fonctionnaires devant lequel on allait défendre nos travaux. Et puis on a dû se rendre à l'évidence. Notre secteur à nous, à Clément et à moi, l'État, était en train de se faire ubériser. Alors ubériser, c'est-à-dire, après s'être rendu compte qu'ubérisation n'était ni synonyme de désintermédiation, ni d'économie collaborative, ni d'économie à la demande, nous avons défini l'ubérisation comme la disruption rapide du modèle existant par une plateforme numérique de confiance tournée vers le client et sans infrastructure physique ni opérateur. Uber et Blablacar n'ont ni voiture ni chauffeur. Et effectivement, tous les services publics de l'État sont en train de se faire ubériser, le plus souvent par les GAFA. Santé, éducation, transport collectif, même la justice ou la sécurité, le régalien n'est pas épargné. Alors ça peut paraître anodin, mais le safety check mis en place par Facebook en cas de crise majeure est finalement beaucoup plus efficace qu'un traditionnel numéro vert gouvernemental. D'ailleurs, le soir du 13 novembre, Facebook a demandé l'autorisation au gouvernement français avant de l'activer et a reçu plus de 4 millions de signalements en moins de 24 heures. Alors d'accord, mais est-ce que ubériser les services publics, c'est ubériser l'État ? Alors en tout cas, les GAFA ont certaines caractéristiques qui les rapprochent des États. Ils ont un nombre considérable d'utilisateurs, qui à bien des égards pourrait être assimilé à une nation. Ils ont une puissance financière absolument colossale, et puis ils semblent aussi souvent faire du développement. C'est par exemple Facebook, avec son programme Internet.org, qui offre un accès gratuit à Internet aux populations de certains pays en développement. Alors on pourrait se dire, tant mieux. Finalement, les GAFA, sous bien des aspects, sont beaucoup mieux armés que les gouvernements pour répondre aux défis du XXIe siècle. Mais on pense qu'il est important d'avoir en tête un certain nombre de limites. D'une part, les GAFA sont souvent considérés comme le bras armé du gouvernement américain, encore plus depuis l'affaire Snowden. D'autres pensent que les GAFA sont des businessmen qui sont avant tout là pour maximiser la valeur pour leurs actionnaires. Le cas de Facebook qui installe Internet en Afrique mais ne respecte pas la neutralité de l'Internet en restreignant l'accès à un nombre très limité de sites, dont évidemment Facebook est quand même assez significatif. Et puis d'autres personnes pensent aussi qu'au moins sur certains projets, les GAFA sont purement dans une logique philanthropique. Alors comme d'habitude, la vérité, c'est certainement un mélange des trois options, mais en fait, là n'est pas du tout la question. Parce que dans tous les cas, ça pose la question primordiale du lien entre technologie et politique. Il serait absolument faux de croire que pour un problème donné, la solution passe nécessairement par une réponse technologique. Si on prend l'exemple d'une balance connectée qui vous dirait vous avez pris 5 kilos en une semaine, vous avez 30% d'offert sur ces baskets Nike et au Club Med Gym pour y remédier. Alors génial, la technologie pousse à l'activité physique, mais quid du lobbying anti-fast-food, l'éducation alimentaire à l'école primaire, etc. Donc c'est pourquoi une résolution politique et collective est absolument nécessaire, sans quoi l'État sera ubérisé d'une façon qui ne nous ressemble pas. Alors nous avons pensé à nous arrêter là. Ubérisation, à qui le tour, à l'État. Mais nous serions passés à côté d'une incroyable opportunité, celle de considérer le phénomène d'ubérisation tel qu'il est, c'est-à-dire un vecteur formidable de changement auquel il faut juste que nous donnions une direction et des valeurs. Montesquieu disait « La nature de l'État dépend de l'étendue de l'espace ». Et en l'occurrence, l'espace, il a changé. Pour une fois, les distances, elles n'ont pas simplement été diminuées par tel nouveau moyen de transport, elles ont carrément été supprimées. Donc l'État, lui aussi, doit absolument changer de paradigme. Et pour Clément et moi, l'État doit s'auto-ubériser. C'est-à-dire que l'État doit construire des plateformes numériques qui sont tournées vers le client, ici le citoyen, nous tous, et qui sont sans infrastructure physique ni opérateur. C'est ce qu'essaie déjà de faire le secrétariat général à la modernisation de l'action publique,
et son incubateur de start-up d'État, duquel est sortie la plateforme Mes-aides.gouv. En quelques clics, vous pouvez savoir très rapidement à quelles aides vous êtes éligible, APL, RSA, etc., extrêmement rapidement et indépendamment de l'organisme qui les distribue. C'est aussi ce qu'essaie de faire le ministère de l'Éducation brésilien, qui a choisi non pas d'embaucher des professeurs d'anglais supplémentaires, mais d'instaurer des discussions par Skype entre les élèves et des retraités américains. Mais être Uber-État, malheureusement, ne suffit pas. Parce que, plus que Uber et les autres, ce sont en fait les GAFA qui agrègent toute la valeur. Tout simplement, Uber n'existerait pas sans les infrastructures technologiques bâties par les GAFA. Son système de géolocalisation se base sur Google Maps, ses chauffeurs utilisent Waze, on télécharge l'application sur l'Apple Store, on paie via Apple Pay si on veut, on s'y connecte directement avec ses identifiants Facebook, et puis les données sont gérées par Amazon Web Services. Donc finalement, Uber, Blablacar et Airbnb, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg qui repose sur l'échafaudage des GAFA, ces plateformes qui ont construit des infrastructures indispensables auxquelles d'autres plateformes se connectent. Alors on s'est inspiré des théories existantes et on a choisi d'appeler les GAFA des métaplateformes, c'est-à-dire des plateformes de plateformes, en l'occurrence satellites, qui leur gravitent autour comme Uber. Et c'est plus intéressant d'être une métaplateforme, parce que les métaplateformes, elles gagnent à tous les coups. Alors on prend souvent la métaphore de la forêt. Quand il y a des moineaux qui arrivent sur une forêt, on ne sait pas sur quel arbre ils vont se poser, c'est aléatoire, c'est incertain. Et bien chaque arbre, c'est une plateforme satellite, et l'intégralité de la forêt, c'est la métaplateforme. L'Apple Store, métaplateforme, ouvre son code à des applications, plateformes satellites, et en retour, prend 30% de commission sur toutes leurs transactions financières. Donc non seulement, peu importe quelle app les clients choisissent, peu importe quel arbre les moineaux choisissent pour se poser, la métaplateforme n'est pas soumise à la loi des usages. Et surtout, la métaplateforme profite de tout le contenu produit en extérieur par ces apps pour être extrêmement efficace et attrayante, quasiment sans effort, juste en ayant rendu son code adressable. Alors quel rapport avec l'État ? Eh bien, le fait que ces deux caractéristiques de la métaplateforme, être plus efficace et être incontournable, nous amène à dire qu'après et en plus de s'ubériser, l'État doit se métaplateformiser. Alors devenir métaplateforme, donc pour être plus efficace, c'est-à-dire ajouter aux plateformes satellites publiques, créées en interne, comme Mes-aides.gouv, l'ingéniosité et l'agilité de plateformes satellites privées. Et puis être incontournable, c'est-à-dire ne pas subir son ubérisation, mais la vivre dans un cadre de valeurs jugées acceptables par la collectivité. Et en fait, là où nos prédécesseurs ont construit des réseaux d'eau et d'électricité, nous, il faut absolument qu'on construise l'infrastructure d'aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau d'API qui permet de rendre les outils et les données que l'État possède adressables et qui puissent non pas commander par le haut, comme actuellement, mais organiser par le bas. Et là où l'ubérisation permettait de répondre à tel petit problème avec telle petite plateforme spécifique, conjoncturellement, la métaplateformisation permet de répondre structurellement en modifiant en profondeur le squelette de l'État. Mais alors, comment s'assurer que ces plateformes satellites privées servent bien l'intérêt général ? Eh bien, en fait, plein de nouveaux types de partenariats sont possibles. Je vais vous en présenter quelques-uns sur l'exemple de la start-up Finamatic, avec lequel on a choisi de travailler pendant quelques mois pour mettre en pratique concrètement notre théorie de l'État métaplateforme. Alors, ils sont partis d'un chiffre simple. 73% des entreprises ne connaissent pas les financements publics auxquels elles sont éligibles. C'est un maquis de 1500 aides nationales locales dans lequel il est finalement très très difficile de se retrouver. Leur premier service, gratuit, est suivant. À la manière de Mes-aides.gouv, mais cette fois-ci pour une entreprise, Finamatic vous donne une roadmap qui vous permet de savoir à quelles aides vous êtes éligible et dans quel ordre. Le second service, qui permet de gagner extrêmement de temps à toutes les entreprises, est celui du pré-remplissage de formulaire. Par exemple, quand vous avez fini de remplir le formulaire French Tech, il ne vous reste plus que 10% du formulaire pré-d'amorçage à compléter. Et enfin, Finamatic donne accès à une vraie marketplace à laquelle chaque client participe et peut faire appel à des experts qui sont payés à l'heure. Tout ça en dynamique afin d'accompagner le projet tout au long de sa vie. Donc on a rencontré Finamatic
Et puis on avait rencontré auparavant le secrétariat général à la modernisation de l'action publique. Et on a été absolument frappés par le fait que les logiques étaient très similaires des deux côtés. Donc on a organisé une rencontre, alors non sans appréhension, hein, parce qu'on était vraiment dans une logique, voici les gens qui cherchent à vous ubériser. Et puis finalement, ça a extrêmement bien collé. Et puis, plein de partenariats sont maintenant en cours de développement. Alors d'une part, l'État pourrait labelliser Finamatic, qui pourrait l'afficher fièrement sur son site. Les employés, par exemple, de BPI pourraient venir directement sur la marketplace pour conseiller les entrepreneurs. Et puis à l'inverse, Finamatic apporte des dossiers complets de qualité aux organismes, ce qui leur évite de multiples allers-retours extrêmement chronophages. Et puis, Finamatic pourrait même donner des statistiques sur l'efficacité de telle ou telle aide. Par exemple, combien d'entreprises ont embauché suite à l'obtention d'un label Jeune entreprise innovante. Donc Finamatic, c'est un exemple de plateforme satellite privée qui vient s'allier aux plateformes satellites publiques et contribuer à la méta-plateformisation de l'État. Alors évidemment, cette transformation est difficile. Elle demande un changement radical de culture, c'est-à-dire que là où le numérique, pour l'instant, a davantage été utilisé comme une rustine pour rendre l'État plus efficace à la marge, les administrations doivent maintenant le considérer comme un savoir-être bien plus que comme un savoir-faire. Et puis cette transformation apporte son lot de questions qui sont tout aussi complexes que passionnantes. On pense qu'elles doivent tout sauf nous paralyser. L'État doit se lancer, pivoter si nécessaire, voire abandonner des projets. En tout cas, il doit apprendre en marchant et les réponses viendront avec l'action. Et comme le dit Jean-François Caron, qui est le maire de Los-Angeles, un modèle de ville durable, il faut aller des petits cailloux aux étoiles. Et plus précisément, une étoile pour faire rêver et donner envie, et des petits cailloux pour mettre en mouvement et baliser le chemin. L'étoile, qui là, en l'occurrence, doit guider l'action de l'administration, c'est la métaplateforme et les valeurs qu'elle véhicule. Ouverture et confiance en l'intelligence collective. Et l'État n'y arrivera pas tout seul. C'est à nous, individus, nous, entreprises, nous, collectifs, de faire plus que de critiquer et de co-construire ensemble pour proposer et faire muter. Et non, le coup d'État n'aura pas lieu. Pas si tous nous contribuons avec ceux qui le font déjà à l'ubérisation de l'État. Merci.